Démystifier Linux. Pour beaucoup, c'est un vrai labyrinthe de lignes de commande un peu obscur. Mais en réalité, c'est une merveille de logique. Alors on va plonger ensemble dans l'architecture Unix et descendre pas à pas dans les rouages internes de l'écosystème Linux, jusqu'à la compilation de code. C'est un voyage passionnant, alors on entre direct dans le vif du sujet. Au programme aujourd'hui, on va décortiquer 5 grands axes. La philosophie et l'architecture, la ligne de commande, la gestion des fichiers, les processus et les permissions, et enfin l'édition et la compilation. Première étape, la philosophie et l'architecture système. Avant même de toucher à une ligne de code, il faut absolument comprendre l'état d'esprit derrière tout ça. En fait, la vraie force de Linux, c'est une philosophie vieille d'un demi-siècle, mais qui fait littéralement tourner le web d'aujourd'hui. Le maître mot, la modularité. On parle d'environnements multi-utilisateurs ultra cloisonnés et surtout d'une armée de petits outils très spécialisés. Au lieu d'avoir un énorme logiciel monolithique, on va plutôt enchaîner ces petits composants pour faire des choses très complexes. Et si un outil devient obsolète, eh bien on le remplace tout simplement sans jamais casser le reste du système. Et au centre de cette mécanique bien huilée, on a le noyau, le fameux kernel. C'est vraiment le cœur du réacteur. Son rôle, c'est d'être le pont ultra sécurisé entre les applications et le matériel physique, comme le processeur ou la mémoire. Sans le noyau, les programmes ne peuvent absolument rien faire. C'est vraiment lui qui orchestre tout. Du coup, il y a une séparation très nette à saisir. D'un côté, le noyau, qui a le contrôle absolu sur le matériel, et de l'autre, le shell. On a souvent tendance à confondre le shell avec le système lui-même, mais c'est une grosse erreur. Le shell, c'est juste un programme, une interface qui attend sagement qu'on tape du texte pour ensuite transmettre la demande. C'est un composant remplaçable, parfaitement aligné avec l'esprit modulaire qu'on vient de voir. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, la ligne de commande. Voyons un peu comment on rentre concrètement dans cet environnement. Avant même de voir le moindre curseur clignoter à l'écran, il y a une séquence de démarrage extrêmement précise qui se joue en quelques millisecondes. Tout commence avec le programme d'amorçage, comme Lilo, qui choisit le système. Ensuite, on charge les paramètres du noyau. Le système passe alors dans ce qu'on appelle un run level, un niveau d'exécution qui décide quels services doivent tourner en fond. Et c'est seulement après ce balai millimétré que l'invite de connexion apparaît pour donner accès au shell. Troisième axe, la gestion des fichiers et des répertoires. Une fois dans le shell, la règle d'or à assimiler, c'est que sous Linux, absolument tout est traité comme un fichier. On va pas faire une liste interminable, mais regardons quelques commandes incontournables. Avec pwd, on sait exactement où on se trouve sur le disque. cdsu nous téléporte direct dans le répertoire de base. ls-l, c'est le grand classique pour lister les fichiers en détail avec les droits. mkdir pour créer un dossier. Et puis, il y a le fameux rm-rf. Ça, c'est un peu le bulldozer du système. Ça supprime de force un dossier et tout ce qu'il contient sans jamais demander la moindre confirmation. À manipuler avec une extrême précaution pour le coup. Mais la vraie puissance du terminal, là où ça devient génial, c'est avec les flux de texte. Rappelez-vous la philosophie des petits outils modulaires. Grâce à un simple symbole qu'on appelle un pipe, la barre verticale, le résultat d'une commande va servir d'entrée directe pour la commande suivante. On peut comme ça filtrer des montagnes de données en combinant des outils comme grep-i pour isoler des infos sans même s'embêter avec les majuscules. C'est l'ADN même de Linux, faire travailler les outils en équipe. Cette flexibilité, on la retrouve aussi dans la façon dont le système gère les liens sur le disque. Il y a deux concepts bien distincts. D'abord, le lien physique, ou hard link. Là, on parle d'un pointeur direct vers la donnée brute. Même si on déplace le fichier d'origine, la donnée reste accessible. De l'autre côté, on a le lien symbolique. C'est hyper souple, c'est un simple raccourci vers un chemin d'accès. Mais attention, c'est fragile. Si le fichier cible bouge, le lien est brisé et ne sert plus à rien. Passons à la section 4, les processus et les permissions. Quand on creuse un peu, on doit forcément se demander comment le système gère ses tâches tout en bétonnant la sécurité des données. Et ça pose une question de sécurité assez fascinante. Quand on a des dizaines de personnes ou des départements entiers qui se partagent un seul et même serveur, à qui appartient vraiment un fichier et comment on évite que n'importe qui modifie n'importe quoi? La réponse, c'est une hiérarchie de droits hyper rigoureuse. Chaque fichier a un propriétaire, le user, généralement celui qui l'a créé. Ensuite, on a le groupe qui permet de donner des accès spécifiques à une équipe. Et tout en haut de la pyramide, on trouve root, le super utilisateur omnipotent qui a tous les droits sans aucune limite. Pour gérer tout ça, on utilise des commandes dédiées. Shown pour transférer la propriété et chmod pour affiner précisément les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Bien sûr, administrer un système, ce n'est pas que gérer des fichiers stockés, c'est aussi contrôler la mémoire et les actions en cours.
Pour ça, on a PS, qui fait une photo instantanée des processus, ou TOP pour les surveiller en direct. Et si un programme devient fou et pompe toute la ressource, on utilise Kill pour lui envoyer un signal d'arrêt immédiat. On peut même utiliser Renice pour ajuster la priorité d'une tâche et soulager le processeur en douceur. Allez, dernière étape, la section 5, l'édition et la compilation de code. C'est ici que toutes les briques s'assemblent pour vraiment créer et faire tourner des programmes. Quand il s'agit d'écrire du code directement dans le terminal, on tombe inévitablement sur l'éditeur mythique VI. Il impose une gymnastique mentale assez spéciale. Il y a un mode de commande, uniquement pour naviguer ou sauvegarder, et un mode d'insertion pour taper son texte. Et il faut absolument presser la touche Échappe pour passer de l'un à l'autre. Bon nombre de débutants se sont retrouvés complètement coincés dedans, à chercher désespérément comment on fait pour quitter le programme. Si on prend l'exemple d'un langage historique hyper robuste comme Fortran 77, la rigueur est de mise. Dans l'éditeur, on va devoir déclarer précisément le type de chaque variable. Des entiers avec integer, des décimales avec real pour une précision standard, ou carrément double precision pour des calculs scientifiques très poussés. Et la meilleure pratique, c'est de toujours commencer par implicit none. Ça interdit au système de deviner les types de variables à notre place, ce qui évite un paquet de bugs liés à de simples erreurs de frappe. Une fois que ce code source est rédigé en texte brut, on va le transformer en action. C'est un cycle en 3 temps très logique. D'abord l'écriture, ensuite la compilation, avec une commande qui va traduire notre texte en langage machine binaire, la seule chose que le processeur comprend réellement. Et pour finir, on exécute ce fichier binaire, souvent nommé A.out par défaut, pour voir le programme prendre vie. C'est vraiment la boucle de base du développement. Et pour conclure là-dessus, ça donne un peu le vertige quand on y pense. Si n'importe quel système ultra complexe n'est au final qu'un empilement de petits outils simples qui font parfaitement leur travail, quelles sont les limites de ce qu'on peut bâtir? Comprendre l'architecture de Linux, ce n'est pas juste mémoriser des commandes. C'est déverrouiller un potentiel de création infini. Les fondations sont là, prêtes à l'emploi. Il ne reste plus qu'à imaginer la suite.